Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Quel avenir pour l'enseignement technique au Bénin? La question a réuni les différents comités techniques sectoriels en charge des réformes dans le domaine. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. 18e réunion militaire mixte bénino-belge. Les réflexions portent sur les nouveaux défis sécuritaires. Les détails dans ce journal. L'actualité hors de nos frontières nous conduit ce soir au Ghana où le candidat de l'opposition conteste les résultats de la présidentielle. Nous irons également en RDC et en Argentine où des foules pro et anti-avortement se sont rassemblées devant le Parlement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Un invité dans ce journal, il s'agit de Cyril Ronquet, responsable éditorial de l'ARA Édition. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame la journaliste. Et bienvenue. Mais avant, sachez mesdames et messieurs que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonu, a reçu en audience au Palais des gouverneurs à Porto Novo le nouvel ambassadeur du Bénin aux Nations Unies. Le diplomate a reçu de multiples conseils du président de l'Assemblée nationale, Firmin Bassao. C'est dans le cadre des formalités liées à sa prise de fonction à New York que Marc Herman Araba, nouvel ambassadeur et représentant permanent de la République du Bénin auprès des Nations Unies, a été reçu en audience par Louis Vlavonu. Occasion pour le diplomate, grand commis de l'État, de recueillir les attentes de l'autorité parlementaire et de lui garantir sa disponibilité à rester à l'écoute des présidents des institutions de la République et des autorités béninoises à divers niveaux. En retour, le président Louis Vlavonu a félicité le nouvel ambassadeur pour sa promotion tout en lui prodiguant quelques conseils. Les travaux de la 18e réunion militaire mixte bénino-belge ont eu lieu à Cotonou. Les deux pays ont choisi de parler des nouveaux défis sécuritaires. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Jean-Claude James et Simon Villon. Les contraintes de la crise sanitaire obligent. Cette 18e réunion se déroule par visioconférence. Au menu des échanges, les défis sécuritaires, mais surtout les nouveaux. Nos travaux doivent être orientés vers la compréhension des faits nouveaux qui affectent ici et là la paix et la sécurité. Les nouvelles menaces géostratégiques ont pour nom terrorisme et extrémisme violent, revendications identitaires ou religieuses de toutes sortes, stigmatisation et radicalisation, criminalité transfrontalière, cybercriminalité et j'en passe. En un mot, l'inconnu et l'imprévu. Si le coronavirus a sérieusement bouleversé le chronogramme des activités, le bilan de 2020 n'est pas totalement négatif, selon le chef de la délégation du Royaume de Belgique. Il y a du positif et il y a naturellement un certain rattrapage que nous allons devoir faire en l'an 2021. Donc encore une fois, merci pour cette organisation encore en 2020, malgré les conditions difficiles. Et je regarde déjà vers 2021 où nous allons nous rencontrer en présentiel. Au cours de cette session,
ces militaires béninois et belges vont revisiter ensemble les domaines du renseignement, de la formation, de l'entraînement et de l'acquisition d'équipements. Une nécessité pour ces deux pays qui travaillent pour renforcer la quiétude des populations. L'avenir de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Bénin en débat. Les différents comités techniques et sectoriels en charge des réformes se retrouvent pour harmoniser leurs réflexions et propositions. Herman Rodrigue-Amégan, Benjamin Denayon, compte rendu. L'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin opèrent une mue. Les curricula de formation peinent à être adaptés aux exigences du temps présent. Des commissions techniques sectorielles sont mises en place pour repenser le secteur. Cet atelier a pour mission de permettre au secrétariat technique permanent de rendre compte de ses activités au cours dans le cadre un peu du PTA 2020 aux mandants que sont les commissions techniques sectorielles. Le nouveau visage de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Bénin dépend de l'orientation qu'ils vont lui donner. L'inadéquation formation-emploi se fait plus criarde. Nous voudrons que désormais, quand les jeunes sortent, qu'ils soient à même de contribuer au développement de ces entreprises et qu'à la fin également, le Bénin soit une référence en la matière dans les pays francophones, les pays de la sous-région. Un cri de cœur partagé de tous. L'heure n'est plus alors aux grandiloquences. Les missions attribuées à ces comités techniques sectoriels sont reprécisées. L'objectif de cette Assemblée générale est d'opérationnaliser la volonté politique du gouvernement exprimée dans ce qu'il convient désormais d'appeler le document de politique gouvernementale en matière d'enseignement et la formation technique et professionnelle. Un présent en réflexion pour briser un futur de l'intempestif. Le Bénin en route pour un système éducatif plus efficace et surtout qui tient compte des aspirations d'un troisième millénaire en perpétuelle mutation. On reste dans le domaine de l'enseignement. Je vous l'annonçais en début d'édition, nous recevons dans ce 20h Cyril Ronkper, responsable éditorial de l'ARA Édition. Alors, Monsieur Ronkper, que propose l'ARA Édition? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et d'entrée de jeu, je me permets de présenter l'ARA Édition pour ceux qui ne connaissent pas l'ARA Édition. Il faut dire que l'ARA Édition est l'une des plus grandes maisons d'édition de l'Afrique francophone qui compte dans ses catalogues plus d'une centaine de documents didactiques et qui sont au programme dans beaucoup de pays francophones. Et je peux citer par exemple le Bénin, le Togo, le Burkina Faso. Il y a aussi le Gabon et la RDC dans lesquels nous avons nos représentations. Alors, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est des manuels qui sont au programme, les manuels de SVT et les manuels de mathématiques qui sont régulièrement inscrits au programme de l'enseignement au Bénin. Alors, quelles sont les particularités de ces manuels? Merci beaucoup. Les particularités, c'est que ce sont des manuels qui sont élaborés, conçus par les experts locaux. Les inspecteurs se sont associés pour rédiger ces manuels et ces inspecteurs aussi ont étudié pour voir est-ce que ces manuels répondent aux normes et ces manuels sont vraiment des manuels qui répondent aux normes et puis ces manuels sont autorisés par l'arrêté ministériel et ce sont des manuels qui sont recommandés, pour ne pas dire que ce sont des manuels obligatoires pour les apprenants, parce que les apprenants ne peuvent pas étudier sans avoir des outils nécessaires. Alors nous savons tous que dès la rentrée, à l'approche des rentrées, au cours de la rentrée, les manuels didactiques et les outils didactiques constituent un casse-tête pour les parents. Et c'est pour cela que l'ARA Édition fait tout afin de démystifier le caractère luxueux des manuels scolaires et des outils didactiques. C'est pour cela que nous faisons tout et pour contribuer un tant soit peu au développement de l'éducation, car on ne cessera jamais de le dire, il n'y a pas de nation prospère sans une éducation équitable. Alors voilà ce que nous avons à dire et la particularité de nos manuels. Parce que ce sont des manuels qui sont au programme. Nous avons beaucoup de manuels qui sont au programme. Alors, à qui sont destinés ces manuels? Est-ce que ce sont des apprenants uniquement? Est-ce que ce sont des directeurs d'école, des enseignants? Quelles sont les cibles? Merci beaucoup. Les cibles, c'est les apprenants,
les enseignants. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ces manuels qui sont autorisés, donc ce qui voudra dire que c'est les apprenants qui doivent utiliser ces documents au programme. Alors, lorsqu'un élève va à l'école, il doit utiliser un document, parce que ça constitue l'outil de travail. Alors, lorsqu'un cultivateur va au champ, impérativement, il va au champ avec les outils nécessaires. C'est de la même manière que ces outils les manuels didactiques sont destinés aux apprenants et aux enseignants. Parce que c'est en fonction de ça que l'élève peut s'auto-étudier, évaluer à la maison, même à l'école. Donc, ces manuels sont destinés aux apprenants, aux enseignants et aussi les parents d'élèves qui veulent suivre l'éducation de leurs enfants à la maison. Alors, vous parlez d'élèves tout à l'heure. Quelles sont les classes concernées? Est-ce que c'est la 3e, la seconde, la terminale? Il faut dire que tous les manuels que nous avons concernent toutes les classes, de la 6e jusqu'en terminale. Mais spécialement pour les manuels de la SVT, nous avons des manuels du premier cycle de la 6e en 3e. De second cycle, nous avons les manuels de seconde et première. Parce qu'il faut rappeler que les enseignants des SVT ne savent pas qu'en réalité que la réédition a des manuels qui sont régulièrement inscrits au programme. Donc c'est le moment de leur rappeler que nous avons des manuels de SVT qui sont inscrits au programme pour le second cycle. De la même manière, nous avons aussi des manuels de mathématiques de la 6e, réussi en mathématiques manuels de la 6e et de la 3e. Et je profite de l'occasion pour annoncer que nous avons le souci d'accompagner les couches défavorisées. Et pour cela, nous lançons une promotion de vente qui commence du 10 décembre 2020 jusqu'au 10 janvier 2021. Les livres de mathématiques réussis en mathématiques de la 6e et de la 3e qui sont initialement vendus à 3 500 francs sont ramenés maintenant à 2 000 francs pour permettre à ce que tous les apprenants puissent acheter, surtout les apprenants de la couche les plus défavorisées. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver ces manuels? Rapidement. Voilà, rapidement. Les manuels, on peut les trouver dans toutes les librairies de la place, dans toutes les agences de la Poste du Bénin, chez nos distributeurs agréés et aussi dans nos boutiques de Porte-Novo, de Parakou, de Boycon et à Agla, en face du stade de l'Amitié Kourounou, où est notre siège social. Et si vous me permettez, je vais donner rapidement quelques contacts. Il suffit que les gens contactent le 97 89 82 42 ou le 62 07 79 79. Et ils peuvent être des appels ou des messages WhatsApp et nous serons disponibles pour les servir. Merci à vous, Cyril Ronquet, d'avoir été l'invité de ce 20h. Ce journal se poursuit. Le Conseil économique et social a organisé hier un séminaire national, une rencontre qui vise à apporter une contribution à la réflexion nationale relative à la question de l'emploi au Bénin. Au Sénat délégué Francis Faton, compte rendu. Culture et développement. Sur quel socle socio-anthropologique construit le développement économique et social du Bénin et problématique de l'accès à l'emploi, état des lieux, défis et perspectives. Ces deux thématiques font l'objet de ce séminaire du Conseil économique et social. La présente rencontre s'inscrit dans l'effort de rendre visible aux acteurs socio-économiques et politico-administratifs de notre pays les actions qu'entreprennent au quotidien les conseillers au Conseil économique et social. Mais la réalisation des ambitions affichées pourra-t-elle être effective sans un ancrage culturel solide? Quelle approche de solutions innovantes pour résoudre la sempiternelle question du chômage de nos nombreux jeunes diplômés sortis des universités et se retrouvant sans emploi? La culture est l'un des leviers les plus importants à actionner pour réhabiliter et relancer l'économie. Elle est l'une des sources nourricières du rayonnement d'un peuple. Aussi, vous conviendrez avec moi que construire le développement socio-économique en occultant les facteurs culturels revient tout simplement à ériger un édifice sans une solide fondation. Non, je pense que je ne peux qu'avoir une appréciation positive à partir du moment où, en tant que conseiller au Conseil économique et social, nous nous occupons des questions économiques et sociales qui peuvent nous amener au développement. Quand on parle de la culture du développement,
nous allons voir que l'Afrique est le seul continent qui n'exerce pas sa propre culture. Nous sommes déconnectés. Pendant 2 jours que dure ce séminaire, plusieurs communications sont prévues. Entre autres, repositionnement théorique pour un développement endogène souhaité, culture et développement, les vrais questionnements d'éveil de conscience. Rendre accessible l'énergie électrique aux populations des villes et campagnes, c'est l'objectif du projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBEE. Le ministre de l'Énergie était hier à Abomey-Calavi pour s'enquérir de la mise en œuvre du projet. Gilles Donsou, Michel Egbe. Permettre aux populations d'avoir accès à l'énergie électrique à plein temps, c'est l'ambition du gouvernement de la rupture. Cela se concrétise à travers le projet PRERA, projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBE dans la commune d'Abomey-Calavi et le département de l'Atlantique. Village de Glofanto, première localité visitée par la délégation ministérielle. Les caractéristiques techniques du projet sont expliquées dans les moindres détails. Même exercice à Kassato, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, où la grande attraction reste ici, la phase de déroulage. Restructuration, ça veut dire que les anciens réseaux qui nous créent d'ennuis dans la commune d'Abomey-Calavi seront déposés. Et le réseau PRERA maintenant va prendre la relève pour pouvoir alimenter toutes ces populations. Donc dans cette ville, vous allez constater qu'il y a déjà un réseau, des réseaux existants, mais il y a le nouveau réseau encore qui passe devant. Il faut savoir que ce réseau qui endoue l'ancien réseau n'est plus en bon état pour pouvoir continuer à desservir la population. Extension, ça veut dire que les nouvelles localités, les localités qui n'ont pas encore de réseau, il faut drainer le réseau, il faut envoyer le réseau vers ces localités. Il y a le câble 630 mm qui va permettre de joindre le poste d'ici. Et il y a un autre poste comme ça, similaire, qui est en train d'être construit à Kokokodi. D'abord, les câbles souterrains vont quitter Vedoko pour joindre les 2 postes. Arrivé au niveau de l'échangeur, ça va se départager. Un câble viendra ici, un autre ira sur le site de Kokokodi. L'Agence française de développement AFD est l'un des bailleurs de ce projet. Ça nous a permis effectivement de nous rendre compte de l'avancement des travaux qui sont financés par l'Agence française de développement pour la France, par l'Union européenne et par la BEI. On était très heureux avec Monsieur le ministre de pouvoir constater l'avancement de ces travaux et constater la qualité du travail fait par Vinci, Bouygues et Eiffage sur ces chantiers. La société béninoise d'énergie électrique SBE reste préoccupée par la disponibilité de l'énergie électrique. Il va augmenter la base de clientèle de la SBE de 8%. Donc pour un seul projet, c'est 8% d'augmentation de la base de clientèle totale, c'est excessivement important. L'autre chose, c'est qu'il amène des changements technologiques qui vont permettre d'avoir une planification du réseau à long terme avec des équipements de très haute fiabilité. Le projet PRERA, c'est plus de 40 000 personnes qui auront accès à l'énergie électrique. Son coût est estimé à 42 milliards de francs CFA. La finalité de ce qui se fait aujourd'hui, c'est simplement une étape de la détermination, de la volonté, de l'ambition du gouvernement à travers les instructions données par le président de la République pour faire en sorte que notre système électrique devienne un système viable, fiable, qui soit en capacité de répondre aux besoins à la fois des ménages, mais aussi des artisans, des industriels, en fait, de tous les consommateurs possibles, faire face aux besoins d'aujourd'hui, mais également aux besoins de demain. Et quand je parle de besoins de demain, c'est des installations qui sont dans l'anticipation par rapport aux besoins dans les 20-30 prochaines années. Ce que nous avions manqué de faire dans notre pays pendant des décennies, qui font que, si je prends l'exemple de Abomey-Calavi, nous arrivons aujourd'hui dans une localité où il y a beaucoup de population, beaucoup de monde. Il y a eu un accroissement, je dirais, massif de la population, sans que les infrastructures, notamment électriques, n'aient suivi pour répondre à la demande. Les travaux ont effectivement démarré. Les travaux avancent effectivement sur le terrain. Les plannings prévisionnels qui sont prévus sont globalement suivis. Il s'agira à terme d'améliorer la disponibilité et la qualité de l'énergie électrique.
L'Agence nationale de métrologie a lancé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation destinée à inciter toutes les structures qui font usage de thermomètres laser à faire contrôler leurs équipements. Le constat de l'effectivité de l'opération de contrôle avec Génial Afouda Mossi Agoka et Louis Koudogbo. Nous sommes au laboratoire de température de l'Agence nationale de métrologie. C'est ici que se fait le contrôle des thermomètres laser utilisés dans les centres de santé, les institutions bancaires et toute autre structure ayant recours à ces instruments de mesure. On prend le thermomètre infrarouge du client. On commence par prendre les mesures. Notre bain indique 99 degrés Celsius. Et l'appareil du client nous indique 99,2. Donc ma partenaire va noter ces valeurs. Et notre référence nous indique 99,35. Donc, nos résultats seront une conclusion tirée de la comparaison de l'instrument du client par rapport à la référence. Il s'agit donc d'un processus méticuleux destiné à s'assurer de la bonne qualité de ces équipements devenus incontournables en raison du contexte sanitaire lié au coronavirus. Ces thermomètres qui sont utilisés par ces structures-là, lorsque ça dérive un peu, eh bien, les valeurs qu'ils donnent ne sont plus fiables, ne permettent pas aux spécialistes de faire un bon diagnostic. Et là, l'usager soit mis en confinement ou bien il est malade et on ne sait pas si réellement il est malade. Pour ce client de l'Agence nationale de métrologie dont les thermomètres laser ont déjà été soumis au test d'étalonnage, l'initiative est légitime et devrait susciter un engouement auprès de toutes les institutions concernées. Le thermomètre, ça fait partie des matériels qu'on doit étalonner. Et on a fait envoyer ça à ANM cette année pour l'étalonnage. Et les résultats, c'est très bon. On n'a pas eu de soucis avec faute des valeurs de température. Pour mener ces activités de sensibilisation d'étalonnage de thermomètres laser, l'Agence nationale de métrologie a pu compter sur l'appui financier de l'Institut allemand de métrologie. Intéressons-nous à présent au 11e congrès ordinaire du Bureau exécutif national des travailleurs de l'audiovisuel du Bénin. L'objectif était de faire un bilan des actions entreprises par l'instance dirigeante. C'était hier à Cotonou. Axel Dancy, Rodrigue Blantouma. Michel Kendekon, secrétaire général du Bureau exécutif national du syndicat des travailleurs de l'audiovisuel du Bénin, Syntrab ORTB, en fin de mandat. À ce 11e congrès ordinaire du Syntrab, l'heure est au bilan. Qu'ils vous souviennent qu'en août 2017, au moment où nous prenions les rênes du Syntrab, la situation de l'ORTB vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, était au rouge. Ce qui ne permettait plus aux travailleurs de l'Office de bénéficier des prestations de la CNSS. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec satisfaction que l'ORTB a fait beaucoup d'efforts pour améliorer son partenariat avec la CNSS. Aussi, les prestations ont-elles repris au grand bonheur des agents de l'Office. Nous n'en voudrions pour preuve que le paiement des allocations familiales des années 2015, 2016 et 2017. Celle de l'année 2018 a été payée récemment. Cette rencontre syndicale des travailleurs de l'Office de radiodiffusion et télévision ORTB se tient dans une ambiance conviviale. L'ORTB veut changer son visage et assurer le plein épanouissement de ses travailleurs. Je voudrais me permettre de féliciter le bureau sortant pour la qualité de la collaboration entre le syndicat et la direction générale de l'ORTB. Que dis-je? Collaboration donc, gage de la concrétisation de nombreux de nos rêves communs. Étant tous syndiqués,
Cette intelligente collaboration nous a permis de véritablement fédérer les énergies dans l'intérêt de notre office, notre maison commune et dans les limites des ressources disponibles. Le congrès de ce jour est une opportunité essentielle pour faire le bilan, échanger, prospecter les nouvelles voies pour continuer de peser sur le cours de l'histoire d'un ORTB qui rend le service public de l'audiovisuel un service public de qualité et qui n'oublie pas l'épanouissement des braves travailleurs de l'Office. À l'issue des travaux, le bureau exécutif en place sera renouvelé. Orabank Bénin fait des heureux dans le rang de ses clients. L'agence a remis des lots aux gagnants de la tombola qu'elle a organisée dans le cadre de la campagne de fiabilisation de ses données. La remise des prix a eu lieu à sa direction générale à Cotonou. Stanislas Lekmon, Simon Villon. Ils repartent d'ici avec des lots de diverses natures, ces clients d'Orabank Bénin. Ils ont juste renseigné cette structure par rapport à leur numéro de téléphone, adresse mail et leur situation géographique. L'administration de la banque fait d'eux en retour des gagnants d'une de ces motos ou de réfrigérateurs. Il s'en est dégagé dans une transparence totale 13 gagnants, dont 2 packs avec un abonnement Wi-Fi sur une période de 2 mois avec un routeur chacun, 2 avec un réfrigérateur chacun, 2 avec un téléphone portable Infinis chacun, 2 autres avec un poste téléviseur, écran plat chacun, et enfin 5 gagnants qui passent avec une moto chacun. Contre sa volonté, Samuel a pris le ticket permettant de participer à la tombola. Le jeu consiste à tirer au sort des tickets délivrés aux clients ayant satisfait la demande de cette structure. Orabank Bénin en mode Papa Noël en cette veille des fêtes de fin d'année. Nous n'avons pas cru. Nous avons fait le tirage. Moi, personnellement, on m'a obligé à faire. Ça veut dire que dans cette banque, il y a vraiment du sérieux. Depuis juin 2020, cette tombola couplée avec la campagne de fiabilisation des données a commencé à Orabank Bénin. Objectif, permettre à la banque d'actualiser ses informations. Aujourd'hui, avec cet environnement de Covid, ce besoin s'est d'autant plus accentué. On a besoin d'avoir des informations fiables pour offrir à nos clients des produits un peu plus digitaux puisque c'est l'heure du temps. Cette cérémonie de remise de lot aux 13 gagnants marque la fin de la première phase de la campagne. La deuxième débute en même temps dans toutes les agences Orabank Bénin. La banque veut mieux connaître ses clients afin de mieux les servir. Les festivités entrant dans le cadre de la commémoration du bicentenaire du sacre du roi Guézo se poursuivent. Le palais de la mère du souverain a été nettoyé, une activité que les descendants de Guézo ont organisée pour lancer un festival qui célèbre leurs ancêtres. Gislain Koguet, Iva Godoupessi. Salubrité dans la bonne ambiance au palais Gomin de Nayek Podjito à Gontimé. La commémoration du bicentenaire du sacre du roi Guézo vient d'être ainsi lancée. Et chaque année, on a l'habitude de lancer les événements par un acte qui est très important. L'année dernière, nous avons fait la marche des Amazones depuis Koko jusqu'au palais du roi Guézo. Cette année, les descendants de Guézo, de Glélé, leurs époux et autres membres de la grande famille royale du Dahomey ont voulu honorer Nayek Podjito à Gontimé, mère du prince Gapé, devenu roi Guézo. Princes et princesses ont participé à l'opération de salubrité en chansons et en louanges. Dieu a fait qu'elle est partie au Brésil, mais elle a été plus adorée au Brésil que dans son propre pays. Au jour d'aujourd'hui, vous allez au Brésil,
il y a beaucoup de temples qui gardent son nom. Elle a exporté notre vaudou Somadono vers le Brésil. Par ses actions, Nayé Agontime a fortement influencé la culture brésilienne. Le carnaval de Rio de 2000 lui a même rendu puissamment hommage. Tata kezo si no na ya konti me o e wa zo mi wa fi wa jira yi lodo mi ka si lo tata kezo fe nan duwe bon na ye a konti me o mi wa fi egbe wa jira fi do na konti me o bon na ye kanton ma mo to do tata kezo fe o. Hommage rendu à une femme exceptionnelle qui a fait sortir de son palais la représentante actuelle d'une autre femme exceptionnelle, la mère du roi Glélé, épouse préférée du roi Gézo. Bon, on a dit ça, on a pris des blocs, et on a même assis. Et ouais, c'est bon. Non, moi, j'ai à faire pour apprendre des. Mais là, il Gomé, le palais de Nayé Kwadjito à Gontimé est juste à côté de celui de Zoyidi. Épouse de Gézo, mère de Glélé, et en face de celui de Rangbé, l'unique femme qui a régné sur le Dahomey. Sachez, mesdames et messieurs, que la nouvelle église d'Azové a été consacrée. Notre-Dame de l'Immaculée Conception est son nom. La cérémonie de consacration a eu lieu en présence de plusieurs personnalités. Tognon Doudedi Fatina. Une clé, celle qui ouvre désormais la nouvelle église dédicacée, Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Azové. Des reliques, celle du Saint Jean-Paul II, désormais déposée sous l'autel. C'est le signe distinctif de la dédicace à celui qui avait été pape et qui désormais est devenu saint. Un lien est ainsi établi entre lui et la communauté chrétienne catholique d'Azové, entièrement dévouée à l'Immaculée Conception. C'est une cérémonie riche en rites, riche en événements, car les reliques du Saint-Pape Jean-Paul II seront déposées dans l'autel pour que les sacrifices offerts par le peuple de Dieu montent vers Dieu et soient réellement agréés par Dieu. Nous sommes unis à l'église du ciel, la Jérusalem céleste. Alors un événement comme celui-ci nous met en relation avec l'église du ciel. Et c'est pour cela que tout à l'heure, nous invoquerons les saints et l'évêque déposera, après la consécration de l'autel, la grande prière de dédicace, les reliques du Saint Pape Jean-Paul II. C'est important pour le fidèle chrétien catholique d'Azové de vivre ces instants. Les fidèles doivent retenir qu'ils doivent redoubler d'ardeur et de ferveur dans leur relation avec Dieu, dans la communion avec Dieu, dans la célébration des saints mystères avec Dieu. Et chaque célébration nous met toujours et nous branche directement sur le ciel, directement sur Dieu. Et les fidèles retiennent aujourd'hui que cet événement est important parce que cette église deviendra la demeure de Dieu parmi les hommes, parmi le peuple d'Azové, la communauté chrétienne d'Azové. Elles sont là, les personnalités politico-administratives du département du Koufo, pour ne pas se laisser conter l'histoire. Celle d'une consécration riche en couleurs, en rites, chants et vénérations divines pour témoigner de l'attachement à son Dieu. L'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Azové, maison de Dieu par excellence pour le chrétien catholique, s'offre aux fils et filles d'Azové.
Hors du Bénin, le candidat de l'opposition au Ghana, John Mahama, conteste sa défaite à la présidentielle. En RDC, les partisans jubilent après la victoire du président de la République dans son bras de fer contre son prédécesseur Joseph Kabila. Et puis en Argentine, des foules pro et anti-avortement se rassemblent devant le Parlement pendant que l'Assemblée nationale débat du test de loi sur la législation de l'IVG. Fifame Salomé Atadeji. Le candidat de l'opposition au Ghana, John Mahama, conteste sa défaite à la présidentielle face au président sortant Nana Akufo-Addo, réélu pour un second mandat selon les résultats officiels ainsi que ceux des législatives. Nous n'accepterons pas les résultats frauduleux de ces élections et nous prendrons toutes les mesures légitimes pour inverser cette injustice, a-t-il déclaré. Selon la commission électorale, le chef de l'État, leader du nouveau parti patriotique NPP, avait remporté 51,59% des voix contre 47,36% pour le candidat de l'opposition du Congrès national démocratique NDC, John Mahama. De nombreuses mesures ont été prises pour manipuler les résultats de l'élection en faveur du président sortant, a déclaré Mahama 24 heures après la proclamation des résultats, dénonçant notamment une forte présence militaire déployée lors du dépouillement pour intimider et inverser les résultats. Les élections s'étaient déroulées globalement dans le calme selon les observateurs internationaux. 5 personnes avaient cependant été tuées dans des violences électorales lundi et mardi, selon la police. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a remporté jeudi une grande victoire contre la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila, avec la destitution d'un des piliers de cette majorité, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Nous sommes dans la joie parce que Janine Mabunda a été destituée de l'Assemblée nationale. On est très content de sa déchéance. Cet esprit du kabylisme disparaît enfin. Nous n'avons besoin que de Félix Tshisekedi. La chute de Mabunda et de son bureau direction collégiale de l'Assemblée s'inscrit dans la crise au sommet de l'État du plus grand pays d'Afrique subsaharienne, où le président a annoncé dimanche la fin de la coalition qu'il formait avec son prédécesseur depuis janvier 2019. Le départ de ces bureaux, c'est le départ de M. Kabila. C'est la fin des règnes de Kabila. Le Front commun pour le Congo, de son côté, accuse les partisans de Tshisekedi d'avoir débauché ses députés en échange d'importantes sommes d'argent. Tout ce que nous avons fait ici a été, a eu une base confectionnée de tricheries. Donc, en fait, on devait rejeter toute cette parade qu'on est en train de voir ici. Et on ne devrait même pas procéder au vote. Muet jusqu'à présent, Kabila dispose encore d'une vaste majorité au Sénat, dont il est d'ailleurs membre. Un test de loi sur la légalisation de l'avortement en Argentine, débattu jeudi à l'Assemblée nationale, devrait être approuvé par les députés vendredi, avant de passer au Sénat 2 ans après l'échec d'une initiative similaire. Dans ce pays de 45 millions d'habitants majoritairement catholiques, terre natale du pape François, l'avortement n'est légal qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, selon une loi en vigueur depuis les années 1920. Débattu depuis 10 jours en commission et amendé, le projet de loi à l'initiative du président du centre-gauche, Alberto Fernandez, autorise l'interruption volontaire de grossesse IVG jusqu'à la 14e semaine. Regroupés devant le Parlement, des manifestants pro-IVG portant un foulard vert, symbole de lutte, arboraient des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire « L'avortement légal, maintenant, gratuit et à l'hôpital ». Pionnière pour la promulgation de lois sur le mariage homosexuel et l'identité du genre en Amérique latine, l'Argentine pourrait, si le test est adopté par le Parlement, rejoindre le Cuba, l'Uruguay, le Guyana et la province de Mexico,
les seuls à autoriser l'interruption volontaire de grossesse sans condition. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.